Depuis 10 ans, une campagne de santé publique nous recommande de manger 5 fruits et légumes, ainsi que du poisson. Nous avons voulu savoir ce qu'il y a vraiment dans ces aliments. Comment sont-ils produits par l'industrie agroalimentaire? Que trouve-t-on vraiment à l'intérieur? Nous nous sommes aussi demandé comment éviter les produits qui polluent les aliments et qui nuisent à notre santé. Vous me donnez des pommes? Vous les faire analyser? Ouais. Alors, est-ce que j'ai le droit? Ce n'est pas une question pour les politiques, c'est pour les experts. Si le sujet est aussi sensible, c'est qu'on avalerait plus de 120 résidus chimiques chaque jour. Ces aliments que l'on qualifie de sains, nous empoisonneraient-ils? On s'interroge justement entre la responsabilité d'un certain nombre de produits chimiques, là les pesticides, sur la montée de certains cancers, ça c'est sûr, sur la montée des maladies neurodégénératives et sur des troubles concernant l'enfant de façon très forte, quoi. Face à cela, partout en France, des hommes et des femmes essaient d'inventer une alimentation qui retrouverait son rôle le plus noble, nous faire du bien. La vapeur va pénétrer à l'intérieur de l'aliment et elle va le faire transpirer. Et l'aliment va cracher tout ce qui lui est étranger. On est quand même super content de proposer un produit différent. Alors, manger sain, un faux ou un tox? Depuis des années, on oppose la nourriture industrielle aux aliments naturels, comme les fruits et légumes. Il y a 2 ans, une enquête indépendante est venue remettre en cause ces beaux principes. L'association qui a mené l'enquête a pris comme base d'étude les repas de Monsieur Tout-le-Monde. Des repas tout à fait standards, conformes aux recommandations du plan national nutrition santé, d'ailleurs équilibrés. Voilà, pas un repas qu'on aurait été bricolé avec des aliments particulièrement douteux, mais des repas tout à fait conformes à ce que les foyers français peuvent consommer. Pain, viande, poisson, thé, tomates. En tout, l'association a testé une vingtaine d'aliments composant les 3 repas de la journée. Et le constat est alarmant. Au total, c'est plus de 120 substances chimiques donc gérées par les repas dans une seule journée. Dans ces 120 substances chimiques, on avait une grosse quarantaine de produits qui sont classés à un titre ou à un autre comme étant des cancérigènes possibles ou probables. Et puis des perturbateurs endocriniens, environ une vingtaine. Le plus inquiétant dans ce rapport, c'est que même les aliments naturels de ces repas sont contaminés. Pour comprendre comment il est possible de s'empoisonner tout en faisant attention à son alimentation, nous avons analysé le repas d'une famille, celui de Fernanda et de ses 2 filles. J'adore la salade. Pour la santé de ses enfants, Fernanda évite les produits transformés. Elle cuisine des repas particulièrement diététiques, avec de préférence des produits naturels. Salade, saumon, fraises et pommes en compote. Mais cette mère de famille attentionnée fait-elle courir des risques à ses filles? Nous avons sollicité le docteur Laurent Chevalier. Ce nutritionniste est aussi un spécialiste reconnu des toxiques, notamment de ceux que l'on trouve dans l'alimentation. Salut, bonjour Laurent. Ça va bien? Il va accompagner Fernanda et sa fille Cécilia au supermarché. Son rôle, décrypter les aliments que Fernanda consomme habituellement. J'ai fait attention de ne pas prendre des aliments trop gras, par exemple. Ouais. Et des aliments frais également. Et aussi, tu regardes la date? Oui, on regarde la date, bien sûr. Pour son plat principal, Fernanda choisit un de ses aliments préférés, du saumon. Le saumon d'Atlantique. Ça, c'est un produit qui est élevé en Norvège. Donc le saumon en soi, c'est un produit qui est très intéressant puisque c'est une chair qui contient des acides gras oméga 3. Donc consommer du saumon, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on aimerait avoir un peu plus d'informations sur le mode d'élevage et sur ce qui peut rester comme résidu de produits.
La moitié du saumon consommé en France vient de Norvège. Et 95% de ce saumon est du saumon d'élevage. Problème, le ministère de la Santé norvégien a préconisé d'en limiter la consommation à 2 fois par semaine. De la part du pays qui fournit les 2 tiers du saumon mondial, cette recommandation est plutôt inquiétante. Certains Norvégiens, comme le leader de l'association Green Warriors, sont opposés à l'élevage intensif du saumon. Vous pouvez voir sur ce saumon d'élevage que la queue est moins large qu'elle ne devrait l'être. C'est dû au fait qu'ils n'ont pas d'espace pour nager dans les containers d'élevage. La nageoire dorsale n'est pas bonne non plus. Ils ne seraient pas capables de survivre en milieu naturel. Je ne recommande à personne de manger ce type de poisson. Et je vais vous montrer ce qu'on devrait faire avec ce saumon. Voilà l'endroit où devraient se trouver les saumons d'élevage, pas dans l'assiette de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà la vérité. Depuis que le saumon est devenu un poisson que le monde entier veut consommer, les fjords de Norvège se sont transformés en gigantesques fermes aquacoles. Mais ces fermes génèrent une intense pollution. Parmi les produits mis en cause, un antibiotique, le diflubenzuron, que les fermiers utilisent pour tuer un parasite, le poux de mer. Problème, le diflubenzuron est classé comme pesticide en Europe. Mais la Norvège, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, l'utilise quand même. Sur ces images, prises par un sous-marin, une épaisse couche blanchâtre. Ce sont les matières fécales des saumons. Dedans, des pesticides qui contaminent les poissons qui vivent à l'extérieur des fermes. Cette contamination serait responsable des difformités de ces poissons. Au nord du pays, la ville de Trondheim a une particularité. On trouve encore des saumons sauvages dans la rivière qui la traverse. Arne Hansen est un pêcheur de saumon sauvage en colère. Je ne comprends pas comment on peut manger ça. Si quelqu'un goûte un saumon sauvage, il ne pourra plus jamais manger un saumon d'élevage venu de Norvège, du Canada ou n'importe où ailleurs dans le monde. La production des fermes d'élevage de saumon détruit ma vie. Ça détruit totalement ma vie. Dans 2 ou 3 ans, je ne serai plus capable de pêcher un saumon dans ma rivière. Les fermes d'élevage détruisent totalement les réserves naturelles de saumon. La preuve, lorsque les pêcheurs font une belle prise, ils sont désormais obligés de la relâcher si c'est une femelle. Chaque année, la ville de Trondheim organise le plus grand salon au monde de la pisciculture. Pendant une semaine, Aquanor réunit les professionnels de l'industrie du saumon d'élevage. Une tribune de choix pour Kurt Odekalv. Ce militant écologiste est placé sous haute surveillance car il dénonce sans relâche les dangers de l'industrialisation des fermes aquacoles. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, merci. Tu vois, c'est ici que le monde entier se rencontre. C'est la plus grosse foire au monde pour les fermes d'élevage de poissons. Ils sont tous demandeurs de renseignements, donc c'est vraiment bien d'être là. Hé, le Suédois! Il y a un vrai changement dans l'opinion. L'opinion norvégienne n'est plus favorable aux fermes d'élevage de poissons. Les seuls qui sont encore favorables, ce sont ceux qui ont investi dedans. Le reste des gens sont en colère, car les fermes piscicoles détruisent les côtes, les poissons sauvages. Ça profite seulement à une poignée de millionnaires. Ici, la recommandation du ministère de la Santé de limiter la consommation de saumon a fait l'effet d'une bombe. Pour rassurer les professionnels, la ministre de la Pêche a fait le déplacement.
Une ministre qui est également une productrice de saumon d'élevage. Autant dire que la santé des consommateurs n'est pas son domaine de prédilection. Il y a eu des allégations dans la presse française selon lesquelles le saumon d'élevage n'est pas bon pour la santé. Je pense que ce serait mieux que vous parliez avec les experts de ce sujet. Ce n'est pas une question pour les politiques, c'est pour les experts. Vous pouvez vous occuper de lui ? Son principal adversaire politique n'est pas plus préoccupé de santé publique. Il paraît qu'il y a des problèmes quand on mange du saumon. On dit qu'il peut y avoir des maladies. Ouais, c'est n'importe quoi. Pouvez-vous me dire pourquoi? Écoutez, quelle que soit la façon dont vous le mesuriez, c'est bon de manger du saumon norvégien. Ok, même s'il y a des problèmes avec l'élevage du saumon? Oui, mais bon, écoutez, quelle que soit la façon dont grandit le saumon, il peut y avoir des problèmes. À la limite, il peut y avoir des problèmes avec le saumon d'élevage pour les femmes enceintes ou pour les jeunes enfants. Mais bon, de toute façon, ils ne devraient pas manger trop de poulet ou quoi que ce soit d'autre, alors... Non, pas de problème avec le saumon. Les poissons d'élevage sont élevés comme des poulets en batterie, que ce soit le cabillaud, la dorade, le bar, le tilapia ou d'autres encore. En 2013, l'Union européenne a autorisé qu'ils soient de nouveau nourris aux farines animales. Mais qu'en est-il des poissons issus de la pêche? S'ils semblent plus sains, ils nagent tout de même dans des mers et rivières qui peuvent aussi être polluées. La pollution la plus grave est celle aux métaux lourds. La station marine d'Arcachon est spécialisée dans l'observation du milieu marin. En disséquant les poissons, Régine Maury-Brachet analyse leur taux de mercure. Elle peut aussi connaître notre niveau de contamination au mercure à partir d'une simple mèche de cheveux. L'avantage des cheveux, c'est que c'est le reflet de la contamination par le mercure. Et on sait que ces cheveux poussent d'1 centimètre par mois, donc on va pouvoir connaître la contamination du mois précédent. Ma coiffeuse va pas être contente, hein. Mon caméraman et moi allons nous prêter au jeu. Je mange du poisson 3 fois par semaine, alors qu'Emmanuel, le caméraman, n'en mange qu'une fois. On voit qu'Eric a un niveau de contamination de 2,6 mg par kilo, alors que Manuel n'a que 0,74. Donc en fait, on voit que Eric doit manger plus de poissons que Manuel, mais les quantités, il faut relativiser, sont relativement faibles. Hein. Mon taux de mercure est tout de même 3 fois plus important que celui de mon collègue. Dans n'importe quel poisson, on va trouver du mercure aujourd'hui en fait. Oui, mais en quantité plus ou moins importante suivant le régime alimentaire du poisson. C'est sûr qu'un poisson piscivore qui mange d'autres poissons sera plus contaminé. Les petits poissons sont mangés par les plus gros et ainsi de suite. Ceux qui se trouvent au bout de la chaîne alimentaire, les plus gros, sont les plus chargés en mercure et il vaut mieux éviter de les manger. Si quelqu'un ne consommait que du thon rouge et des gros poissons, des adultes, quoi, plus de 200 kilos, ben à force, c'est sûr qu'il pourrait être contaminé par le mercure. Ce qu'il y a d'important, c'est qu'il faut bien comprendre, la contamination par le mercure va avoir un impact très important au niveau d'un cerveau en formation. Alors quel genre de population ça va atteindre? C'est le fœtus, donc c'est pour ça qu'on va faire beaucoup de surveillance au niveau de la femme enceinte et pour l'enfant de 0 à 7 ans. Les conséquences sont graves, troubles neurologiques et hormonaux. Les bénéfices en oméga 3 du poisson sont importants, mais il faut éviter le poisson d'élevage et privilégier le poisson de pêche. Manger plutôt des petits que des gros. Par exemple, moins de thon et de saumon et plus de maquereaux et de sardines. L'Agence française de sécurité sanitaire recommande de consommer 2 fois par semaine du poisson, mais de limiter à 2 fois par mois la consommation de carpes et d'anguilles. Retour au supermarché avec le docteur Laurent Chevalier et Fernanda.
Elle cherche une salade, le troisième légume vert le plus consommé en France. Il y en a de toutes les sortes et à tous les prix. Mais certaines salades ne sont pas si naturelles qu'il y paraît. On demande de rincer avant emploi. D'accord. Et en fait, c'est lavé avec une eau qui est un petit peu chlorée, qui contient un peu de chlore. D'accord. Alors, c'est pas forcément très gênant, mais c'est vrai qu'il faut mieux bien le rincer. Alors, ce genre de salade? Sur ce type de salade, quand elle est un petit peu emballée juste comme ça avant consommation, ça la protège un petit peu des microbes. Mais là, on n'a aucune information réelle sur l'origine, sur le mode de culture. Or, les salades sont des produits fragiles et on peut utiliser un certain nombre de pesticides. On a donc beaucoup d'incertitudes finalement, non pas sur le produit lui-même, mais sur ce qui a été utilisé pour sa culture. Pour découvrir si ces salades contiennent des produits chimiques, nous nous sommes rendus dans une des régions productrices. En l'occurrence, en Bretagne, près de Roscoff. Alain Argouache est un producteur de salades. On va monter dans la parcelle, Donc c'est un collègue qui les fait, c'est pas moi. Il nous emmène dans l'exploitation d'un de ses collègues. En bon VRP de la salade bretonne, il nous fait l'article sur les qualités des salades iceberg. Il n'y a pas besoin de la laver. On a 90 à 95% de la salade qui est consommable. Voilà. Donc on a du blanc, on a du vert pâle, on a du plus vert. Il y en a pour tous les goûts. Elle est croquante et très bonne. Voilà. Tout juste sortie de terre, pas même lavée, directement emballée. Par la grâce de quelques interventions humaines, ces salades n'ont ni pucerons ni chenilles. On a travaillé beaucoup au niveau variétal sur les résistances, les tolérances aux pucerons. Voilà. Et derrière, bon, il y a quand même quelques interventions en temps et en heure suivant les constats qu'on fait sur la parcelle. On ne va pas traiter systématiquement, on intervient en raisonné comme on le dit. On ne traite pas parce qu'on a envie de traiter, quoi. On traite s'il y a besoin. L'agriculture raisonnée doit respecter l'environnement. Elle se situe à mi-chemin entre l'agriculture conventionnelle, qui utilise des produits chimiques, et l'agriculture biologique, qui, elle, n'en utilise pas. En raisonnée, pour savoir quand traiter, d'astucieux procédés sont mis en place. Donc ici nous avons un piège à noctuelle. Le technicien en dispose par zone et derrière vient régulièrement faire des comptages de capture de papillons. Et ensuite, suivant le seuil atteint en volume, il nous prévient qu'il a capturé tant de papillons que dans 8 à 10 jours, il y aura une intervention à faire parce qu'on aura des vers sur les salades. Voilà. L'intervention, ça sera quoi? L'intervention, ça sera une intervention chimique, l'utilisation de médicaments pour la plante et pour éviter de retrouver ces vers dans nos salades. Des médicaments, quelle drôle d'expression pour dire des pesticides. Un mot qu'il ne faut apparemment pas prononcer. Ces pesticides peuvent se retrouver aussi dans les salades et donc dans nos assiettes. On trouve des résidus assez fréquemment dans les salades, oui. On va en trouver. Le problème de la salade, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on peut éplucher. La feuille, on peut en enlever certaines parties, mais ce qui reste va contenir des résidus. Donc oui, dans les chiffres de la répression des fraudes, de la DGCCRF, on va trouver fréquemment des résidus de pesticides dans les salades. Ça, on le sait. Mais ce ne sont pas les seuls. Parmi les légumes les plus contaminés, on trouverait les courgettes, les poivrons et les haricots. Claude Reiss est un biologiste moléculaire du CNRS, aujourd'hui à la retraite. Il a participé à de nombreuses études sur les pesticides. Tous les pesticides sont des molécules faites pour tuer. Donc nous les absorbons, en principe c'est fait pour tuer les plantes et les insectes, mais en fait c'est pas mieux pour nous, hein, parce que le système neuronal de l'insecte c'est un peu le même principe que le nôtre. La principale source de produits chimiques dangereux pour l'homme, c'est dans l'alimentation, c'est clair.
Je préfère produits de la région, même si je vois... Voilà. Pour Fernanda, c'est le moment de choisir son dessert. Une compote de pommes pour ses filles. Voilà, ça ira. Moi, je préfère acheter peu et manger rapidement, plus qu'en acheter beaucoup. Et après, comme ça, moi, je ferai. La pomme est le fruit le plus consommé en France. On en mange 20 kilos par an. Mais c'est aussi celui qui est suspecté de recevoir le plus de traitements chimiques. Selon l'INRA, une pomme reçoit en moyenne 36 traitements par année. Dans le Limousin, les riverains sont directement au contact des pesticides. Fabrice Micoureau est entré en croisade contre les épandages. Certaines personnes qui sont venues aménager ici se sont dit avec ces pommiers en fleurs au printemps, ça doit être sympa. Sauf qu'il y a le côté bucolique, mais ensuite il y a ce qui frappe, la première chose qui frappe, c'est l'odeur. Bon, il est bien évident qu'à la caméra ça ne ressort pas, mais je peux vous dire que l'odeur est parfois insupportable. C'est irritant, on se met à tousser, etc., etc. Il veut savoir la nature exacte des produits utilisés par les cultivateurs de pommes. Quand je vois que c'est des produits chimiques qui sont utilisés 40, 50 fois par an, comme on dit que c'est des produits systémiques qui vont jusqu'au cœur du produit, de la pomme en l'occurrence, qu'on a beau l'éplucher, que malgré tout il y aura quand même des produits, eh ben, je suis inquiet, quoi. Je suis inquiet. Ah, c'est un des responsables qui m'arrête. Un des responsables qui m'a fait signe de m'arrêter. Ouais, pour aller dans ce sens-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Dans ce village, la pomme est devenue source de conflits. Sur le côté de chez lui. On fait tout ce qu'il est possible de faire en méthode. On utilise le meilleur du biologique et du conventionnel. Oui, mais ça, c'est le discours officiel, Pierre. Non, mais sincèrement, c'est moi, le premier, mon gamin est en train de se promener dans les rangs. Est-ce que tu crois que je veux l'empoisonner, mon gamin? Alors, regarde-moi dans les yeux, et est-ce que tu crois que je suis capable... Il ne faut pas t'énerver, Pierre. Non, je ne m'énerve pas, mais tu tournes le regard, j'aime pas ça. Je ne tourne pas le regard. J'aime les gens francs, moi. Mais écoute, je suis franc, je pense que j'ai prouvé que j'étais franc depuis longtemps. Moi, est-ce que tu crois capable que je vais empoisonner mon gamin? Mais on n'a pas la même conscience, on n'a pas la même conscience du danger. Est-ce que je suis malade? Après cette mise au point, Pierre Bory, le responsable de l'exploitation, accepte de nous faire visiter sa pommeraie. Alors sachez que tout ce qu'on peut faire pour éviter de traiter, on le fait. Ça dépend des années, si elles sont pluvieuses ou pas. On a eu un printemps pluvieux où nous sommes revenus plus souvent. Là, l'été a été sec, on n'a pas traité de l'été. Ou alors avec des solutions biologiques. Des fois, quand on fait un engrais foliaire, parce qu'on préfère nourrir l'arbre par la feuille plutôt que par le sol, ça pollue moins. Ou quand on utilise des produits biologiques. Est-ce qu'il n'y a aucun de ces produits qui est dangereux, ou est-ce qu'ils sont quand même dangereux même pour l'environnement, pour les riverains, parce que c'est ça le début de la réglementation européenne m'autorise à les utiliser. Donc je ne vois pas pourquoi ils seraient dangereux, sachant qu'on respecte toutes les précautions d'usage. Voilà. Okay. Très bien. Vous voulez toujours pas me montrer au fait les produits que qu'on avait dit ce matin? Non, parce qu'on a des agréments pour rentrer dans les locaux phyto et vous l'avez pas. Ça c'est une bonne réponse. Dans les locaux phyto et vous l'avez pas. Ça c'est une réponse. J'ai pas l'agrément pour rentrer dans le local. Ok. On a un certifito, ça s'appelle. Certifito. Utilisateur, décideur et vous l'avez pas. Deuxième tentative pour savoir ce qu'il y a dans ces pommes. Vous me donnez des pommes? Vous les faire analyser? Ouais. Vous les analysez? Ouais. Alors, est-ce que j'ai le droit? Le droit, vous l'avez le droit. C'est vos pommes. Est-ce que j'ai le droit de vous donner des pommes? Ils me demandent s'ils peuvent prendre des pommes. Je leur ai dit qu'elles n'étaient pas tout à fait mûres. Elles sont pas mûres. Allez, je te remercie. Oui. On fait des analyses de résidus sur les fruits arrivés à date de consommation. Et là, on est quand même un mois avant la... Donc ça serait pas, on ne pourrait pas les comparer à des analyses sur des fruits prêts à être consommés.
Moi, je sais que ça risque rien, mais bon, écoutez-moi, on m'a dit on donne pas de pommes, on donne pas de pommes. Les épandages de pesticides peuvent entraîner des maladies pour ceux qui sont le plus au contact des pommeraies, les agriculteurs et les riverains. Christina et son mari André se sont installés il y a 20 ans en Corrèze, tout près d'un verger. C'est pas cool, hein, vivre à la campagne. C'est pas cool de vivre à la campagne? Non, c'est pas cool. Entre le printemps et l'automne, les épandages, c'est 6 fois par mois. À chaque fois qu'il commence, c'est comme la guerre. Je m'enferme parce que je ne sais pas ce que je respire. J'ai un problème de thyroïde depuis que je suis là. Avant, je n'avais pas. Je pense que ça doit être lié, mais je ne peux pas prouver. Ma famille, personne n'a de problème de thyroïde. Christina n'est pas la seule. Dans la région, des centaines de cas ont été répertoriés. Face à cette augmentation des pathologies, les médecins de la région se mobilisent. Fait rarissime, à Limoges, ils se sont constitués en association pour alerter l'opinion et les pouvoirs publics. C'est le docteur Perrineau qui a lancé l'initiative, déjà signée par 130 médecins du Limousin. Ce qu'on constate, c'est la montée des maladies chroniques. C'est-à-dire, oui, les gens vivent plus vieux, mais oui, ils vivent avec des maladies chroniques beaucoup plus qu'avant. C'est ça qu'on constate, d'accord? Et si on doit faire un rapport entre ce constat-là et les pesticides, c'est parce qu'on s'interroge justement entre la responsabilité d'un certain nombre de produits chimiques, là, les pesticides, mais dans la montée de ce phénomène. Alors évidemment, les pesticides n'expliquent pas toute la montée des maladies chroniques, on est bien d'accord. Mais en tout cas, prenons cet exemple-là, ils interrogent sur la montée de certains cancers, ça c'est sûr, sur la montée des maladies neurodégénératives, et sur des troubles concernant l'enfant, de façon très, très forte, quoi. C'est compliqué, hein, puisque remettre en cause les pesticides, c'est remettre en cause un des piliers de l'agriculture moderne du dernier demi-siècle. La France est le pays qui utilise le plus de pesticides en Europe. Et cela ne se limite pas aux pommes. Retour au supermarché avec Fernanda et le docteur Chevalier. Marat-des-Bois, Gariguette, Plougastel. Les fraises françaises sont réputées pour leur qualité. À 2,99 €, 250 grammes. Là, des fraises allemandes, 250 grammes aussi. Non. 500 grammes à 2,49 €. Mais finalement, ces fraises allemandes, elles ont un manque de couleur. Et vous savez qu'il y a une étude qui pointait le fait qu'on pouvait avoir des résidus de pesticides dans les fraises. C'est une chose qui vous inquiète, ça, ou pas? Non, rien que sur les fraises, je n'y pense pas trop. Je sais que ça existe le risque, j'évite. Mais je ne vais pas laisser de manger des fraises parce qu'on aura un peu de pesticides quand même. Et il a le plaisir aussi qui compte. Oui, c'est un risque. Voilà. Pas... On prend celle-là? On prend celle-là. Problème, les fraises peuvent contenir des résidus chimiques perturbateurs endocriniens. C'est ce qui ressort d'une enquête menée en 2013 par Génération Future. La présence de pesticides perturbateurs endocriniens en dose significative dans les 3/4 des échantillons, c'est quand même pas rien. On avait des fraises qui contenaient en moyenne 5 résidus de pesticides sur les fraises françaises, 4 sur les fraises espagnoles en gros. Au niveau européen, la France est un petit producteur de fraises. Mais avec ses 12 000 tonnes par an, le Lot-et-Garonne est le premier département producteur en France. Près de Marmande, l'exploitation de Philippe Bloin est une des vitrines de la fraise en Lot-et-Garonne. Novateur, ce Gascon a réussi à étaler sa production sur des périodes de plus en plus longues. C'est vrai qu'on a bien changé par rapport à il y a quelques années. Il y a quelques années, sur 4-5 semaines, on avait produit la fraise. Et aujourd'hui, vous voyez, on produit sur presque des mois, quoi, sur 4-5 mois. Quoi. Et donc le consommateur, il a le choix. Et nous, économiquement, on prend aussi beaucoup moins de risques. Les méthodes de production ont évolué. Dorénavant, les gariguettes de Philippe Bloin sont cultivées en hors-sol. On l'appelle hors-sol, mais ce n'est pas tellement joli hors-sol. Nous, on appelle ça produire en jardin suspendu. Alors pourquoi je suis parti sur un système de culture comme ça? Pour essentiellement un problème de main-d'œuvre.
Aujourd'hui, on ne trouve plus personne à ramasser de la fraise ou n'importe quoi à quatre pattes, quoi. C'est vraiment pénible. Et aujourd'hui, à faire ce travail, on ramasse comme ça debout. Il y a la propreté du travail et c'est beaucoup moins pénible et on a résolu en partie ces problèmes de manque de main-d'œuvre. Et ça, c'est l'irrigation qu'on appelle goutte à goutte. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle goutte à goutte. Et c'est là qu'on apporte l'eau pour la plante, l'eau et la fertilisation, il faut dire aussi. Et on met ça goutte à goutte quand il faut, comme il faut et à propos. Voilà. Oui, aujourd'hui, en production comme ça, là, on ne traite pratiquement plus. Pour ma part, je traite sur janvier, février, mais du jour, même 15 jours avant la récolte, Philippe, il ne traite plus. Il ne traite plus et on fait de la lutte intégrée, ça s'appelle. Ou alors après, on traite avec des produits pour l'odium à base de purure d'orange, de bicarbonate de potassium. Donc des traitements vraiment pas agressifs. Philippe Bloin a une totale confiance dans les produits qu'il emploie pour les quelques traitements qu'il fait au cours de l'année. Ce que je fais depuis mars, avril, mai, juin, c'est pratiquement du bio, quoi. Mais janvier, février, on met quand même des systémiques qui ne sont pas des produits bio, mais qui sont homologués, qui sont dans le cahier des charges. Voilà, voilà. Et qui sont des produits à 3 jours. Un produit à 3 jours, ça veut dire que 3 jours après, on peut consommer la fraise sans aucun risque. Le problème des produits systémiques, c'est qu'ils se logent au cœur du fruit. Pour savoir s'ils s'éliminent autant que ce que les fabricants veulent bien faire croire, nous avons envoyé ces fraises dans un laboratoire indépendant pour analyse. Une fois les résultats obtenus, nous avons fait appel à François Veyrette de Génération Future pour décrypter l'analyse. Là, vous avez retrouvé dans un échantillon de fraises 4 pesticides différents, donc 3 fongicides et 1 insecticide, tous à des doses inférieures aux limites maximales en résidus. Vous avez dans ces produits-là 2 qui sont suspectés d'être des cancérigènes, à part l'Agence de l'environnement des États-Unis, et puis 2 perturbateurs endocriniens. Ça nous inquiète quand même de voir ce type de cocktail présent dans des fraises. C'est assez représentatif de ce qu'on trouve en Europe. Nous, on a fait analyser une 50aine d'échantillons récemment. On a trouvé ça entre 4 à 5 résidus par fraise. Les résultats de l'analyse que nous avons réalisés sont conformes à ceux que l'association a faits quelques mois plus tôt. Même si les taux de pesticides détectés sont bien inférieurs aux limites autorisées, leur présence n'est pas sans risque. Nous avons communiqué les résultats aux producteurs, à qui nous avons donné un droit de réponse. J'ai utilisé des produits phytosanitaires homologués. Mes fraises sont conformes à la réglementation française qui est la plus exigeante en Europe. Les LNR, limites maximales de résidus, sont des limites réglementaires qui sont fixées dans des conditions garantissant l'innocuité à l'égard du consommateur. Il n'y a pas de lien direct entre la LMR et la toxicité des produits. Puisque ces produits sont autorisés d'usage sur la fraise et que les professionnels les utilisent, c'est logique de les retrouver. Ce qui ne serait pas logique, c'est de ne pas les retrouver, parce que si on les utilise, forcément, ils sont présents sur les fruits. Mais si c'est logique, je considère que c'est pas normal. On devrait, moi, quand j'achète des fraises, j'ai pas envie non plus d'acheter des résidus de pesticides en même temps. Le vrai danger pour ces produits-là, c'est pas effectivement un danger immédiat. Vous n'allez pas tomber par terre après avoir mangé ces fraises-là, bien évidemment. Le danger, c'est les effets chroniques, c'est-à-dire les effets sur le long terme de ces faibles doses de pesticides en cocktail, en mélange, dans ces fraises, mais également dans d'autres aliments, sur le long terme. Pour l'université d'Ashton, en Angleterre, Claude Rice a réalisé une des rares études sur l'interaction des pesticides. Il a démontré que leur nocivité se démultipliait lorsqu'ils sont associés. Là, nous avons fait par exemple un test sur des fongicides qu'on trouve sur les raisins de table. On en a trouvé jusqu'à 10 sur le même raisin. Nous en avons pris 3 de ces 10 et nous avons étudié leur effet sur des cellules neuronales en culture. Les 3 individuellement n'ont pratiquement pas d'effet. Mais pris ensemble, il y a un effet synergique monumental. Donc vous avez ces diverses molécules qui peuvent, tout en étant à des concentrations excessivement faibles, peuvent effectivement donner lieu à des problèmes de santé importants. Selon plusieurs études, le raisin, les fraises, les pommes, les poires sont parmi les fruits qui sont les plus touchés par les pesticides.
Parmi ceux qui le sont le moins, les ananas, les kiwis et les bananes. Retour dans la famille de Montpellier. Pour nourrir ses deux filles, Fernanda a préparé un repas sain et équilibré du point de vue des calories. Poissons, fruits et légumes. Alors ce repas, il a été pas très cher, rapide à faire, super pratique. Les fraises, niveau, c'était bon, tout de la région. Pourtant, notre enquête a montré que son repas contient une dizaine de traces de pesticides, parmi lesquels des perturbateurs endocriniens, qui sont responsables de dérèglements hormonaux. Cette notion de perturbateur endocrinien change la façon de voir les choses pour les toxicologues. C'est une notion nouvelle et extrêmement importante qui révolutionne la toxicologie. Avant, on considérait que c'était la dose qui faisait le poison, donc finalement, si on était exposé à des petites doses de produits toxiques, ce n'était pas forcément très grave. Et avec les perturbateurs endocriniens, on a pu démontrer que ce n'est plus la dose qui fait le poison, mais le moment de l'exposition. La période embryonnaire, la jeune enfance, quand on a des maladies, quand on prend des médicaments, tout ça, ce sont des périodes de vulnérabilité et l'exposition même à des très faibles doses de ces produits-là peut avoir des conséquences. Dans tous les cas, ça provoque un déséquilibre et tout déséquilibre hormonal a bien entendu des conséquences sur la santé. Pour se nourrir sainement, il vaut mieux éviter les produits transformés qui contiennent trop de sel, de graisse, de sucre, de conservateurs et d'additifs alimentaires. D'un point de vue strictement nutritionnel, il est préférable de privilégier les fruits et légumes naturels à tous les aliments transformés. Pourtant, comme nous l'avons vu, certains de ces aliments sont plus chargés que d'autres. Les courgettes, poivrons, haricots, ainsi que les poissons d'élevage font partie des denrées qui peuvent recevoir le plus de produits chimiques. En revanche, les aubergines, les légumes racines comme les navets ou les radis, ainsi que les œufs biologiques, font partie des aliments qui sont les plus sains. Les brocolis et tous les choux sont des détoxifiants. Il existe des solutions pour pouvoir manger sainement, sans s'intoxiquer et à moindre coût. Certains trouvent les meilleurs produits au meilleur prix. Il paraît que les fruits et légumes ont beaucoup augmenté cette année. Nous, on n'a pas touché à nos prix depuis 3 ans. 8,70 €, monsieur. Allez, parfait. Et c'est bien servi, hein? De nouvelles pistes sont explorées par des passionnés de l'alimentation qui fait du bien. On est quand même super content de proposer un produit différent. Là, on a peu de risques d'avoir des substances chimiques dans l'alimentation. C'est pas loin. Pour trouver des bons légumes à des prix vraiment bas, il existe une solution qui connaît un succès croissant, la cueillette. À 20 km de Paris, ce sont des familles entières qui ont troqué leur caddie pour des sacs et des chariots. Hervé Thirouin est un des exploitants de cette ferme familiale de 33 hectares. Alors voilà, moi ce que je conseille aux clients, c'est de cueillir des tomates de différentes couleurs et de les faire mûrir chez eux. Ça permettra d'étaler la production et donc d'avoir ces tomates-là qui vont mûrir en 2-3 jours, celles-ci vont mettre 5-6 jours. Et l'avantage aussi, c'est que comme elles sont un petit peu plus fermes là, pendant le transport, elles ne vont pas s'abîmer. Des produits frais avec du goût, c'est cette qualité que des clients de plus en plus avertis viennent chercher. Par exemple, ouais, les oignons rouges ici, ça n'a pas la même saveur que ceux que vous achetez en grande surface, ça c'est clair. Ils sont meilleurs? Ouais, ils ont plus de goût. Ouais. Donc déjà, en plus, vous pouvez soit en mettre moins pour avoir le même résultat en goût, quoi, aussi. Je sais que ici, c'est pas forcément totalement bio, mais bon, moi je trouve qu'à choisir, je préfère avoir des produits de circuit court et qui sont relativement pas gavés de pesticides. Que, voilà. À la limite, je préfère ça à des produits bio qui viennent d'Italie en supermarché, quoi. Dans cette période de crise économique, les prix bas de la cueillette sont très appréciés. 1 kg 445 grammes, 3,61 €.
c'est plus intéressant que dans une grande surface. Hein. Ça vous arrive d'aller en grande surface? Oui. Oui. Mais j'achète pas. Voilà. À ce point? Oui. Non. Non, c'est infect. Les fruits sont pas mûrs, ça mûrit dans les frigos et moi je suis pas pour. Hein. Il paraît que les fruits et légumes ont beaucoup augmenté cette année. Nous, on n'a pas touché à nos prix depuis 3 ans. Bon, je sais pas, mais il faut venir les cueillir. Donc de toute façon, pour les clients, ça demande un petit peu de travail. Donc il est normal qu'ils aient des prix intéressants. En fait, c'est fonction du temps que les clients vont mettre à cueillir. Plus le produit est long à cueillir et plus le prix est intéressant. Les framboises, on est 5-6 fois moins cher que dans le commerce parce que c'est très long à cueillir et puis c'est fragile. Une salade, on est un petit peu moins cher, mais pas énormément. Si, pour trouver des produits de qualité, certains sont capables d'aller cueillir eux-mêmes leurs fruits et légumes, pour le poisson, c'est bien plus simple. Il suffit d'être curieux et de changer ses habitudes alimentaires. Sur le vieux port de Marseille, les pêcheurs vendent ce qu'ils ont pêché durant la nuit. Pour éviter de manger les poissons issus de l'élevage, le cuisinier Michel Portos va tenter de redonner ses lettres de noblesse à des poissons méconnus. Le marbré, il est à combien? Le marbré, il est à 20. Il est à 20. Et après, on est à quel prix là? Vous êtes à 6, ouais. 8, 2, 5, 20, 15. Là, les petites 15. Le blade, vous pouvez la faire en friture, vous pouvez la faire au barbecue, vous pouvez la faire au four, vous pouvez la faire en papillote, vous pouvez même la faire à la vapeur. C'est un poisson qui est très facile à manger parce qu'il est pas trop fort en goût. C'est une chair blanche. Et il se tient bien à la cuisson, quelle que soit la cuisson. Mais le poisson le plus connu et le moins cher de tous, c'est le maquereau. Bonjour, vous me donnez 5 pièces de maquereau, s'il vous plaît? Pas trop gros. Ouais, voilà, super. 8,70 €, monsieur. Allez, parfait. 5 pièces, ça veut dire 1 pièce par personne. Et c'est bien servi, hein? Donc 1 pièce par personne, 8,70 € divisé par 5, ça fait à peine 1 € et des poussières. Il n'y a pas photo, hein? Le maquereau est un poisson assez peu prestigieux. Mais quand on connaît une bonne recette donnée par un ancien cuisinier étoilé, ça peut faire son petit effet. Jules, son adjoint. Alors, on y va, Vincent. Maquereau. C'est le poisson le plus courant et pas cher qu'on peut trouver dans n'importe quel poissonnier de France ou de Navarre. Pour préparer le maquereau, il faut d'abord le couper dans la longueur, retirer les arêtes et puis le faire revenir doucement à la poêle. La surcuisson, c'est le pire qui puisse arriver à un poisson. C'est mourir 2 fois. Une fois parce qu'il est sorti de l'eau et une deuxième fois parce qu'on le massacre parce qu'il est trop cuit. La petite vinaigrette, kumquats, oignon, coriandre, il n'y a rien d'intellectuel là-dedans. Donc on est sur une recette hyper simple. Des produits peu onéreux et de qualité, c'est donc possible. C'est super bon. Enfin, c'est pas parce que c'est Vincent, mais c'est super bon. Ce qui se fait de mieux, c'est le bio, mais c'est souvent 30% plus cher. Dans la Beauce, Fabien Bordier cultive, sur une trentaine d'hectares, plus de 60 fruits et légumes. Pour faire vivre sa ferme, il élève même des poules et des cochons, élevés en plein air, comme il se doit, en agriculture biologique. Ce type d'agriculture demande beaucoup d'attention. Sans traitement chimique, les risques de perte des cultures en cas de maladie sont plus importants que dans le conventionnel. Une serre de tomates comme celle-ci, on va faire, je sais pas, on va faire 5 tonnes de tomates. En conventionnel, peut-être qu'on en aurait fait 10, 12, 13, voilà. Et c'est sûr que c'est plus difficile, c'est chiant, les champs se salissent très vite. On en a forcément peut-être moins, ou d'autres qu'on a complètement foirés, des légumes comme des fenouilles qu'on n'a pas réussi à faire cette année, qu'on réussira à faire l'année prochaine. Voilà, il y a des petits moments comme ça où on a un coup de mou, mais derrière on est quand même super content de proposer un produit différent. Un produit différent, idée originale. Pour proposer sa production, Fabien a mis en place un distributeur automatique,
non pas de canettes, mais de produits bio. Alors le distributeur, c'est un moyen de vendre directement à la ferme sans forcément être sur place. Donc on voit par exemple dans le casier numéro 12, là il y a des œufs, du basilic et des tomates pour 6,50 €. Les gens mettent un billet ou des pièces, ils tapent le numéro du casier, le casier s'ouvre et voilà. Je mets une pièce, deux pièces, je vais prendre le 22 qui est à 3,60 €. Voilà. Et on récupère les concombres. 3,60 € les 2 concombres bio. Un prix presque 2 fois plus cher que pour des concombres non bio. Le self-service est un procédé astucieux pour les consommateurs, mais qui reste coûteux. Pour faire baisser les prix du bio, une des pistes est de limiter les longs transports et de privilégier la proximité avec les consommateurs. Aujourd'hui, on prend la route tous les jours, que ce soit, tous les jours, sauf le dimanche et le lundi. Mais sinon, on est en livraison le mardi soir, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi matin. 1 heure plus tard, Fabien Bordier arrive en banlieue parisienne, où se trouve la structure qui a pris en charge l'organisation de la vente, la ruche qui dit oui. Je vous ai rapporté ça, Merci. je sais pas si ça vous sert. Si. Et là j'ai 2 listes moi. Merci. Les clients ont commandé par internet leur panier garni. Il leur coûtera à peu près le même prix que dans un magasin bio. La différence, c'est le rapport direct avec le producteur. C'est directement du producteur au consommateur, donc forcément on sait qu'il n'y a pas de chaîne entre-temps, donc déjà c'est nickel. Je pense qu'on est tous pareils. Manger des tomates que vous payez 1 € qui viennent d'Espagne mais qui n'ont pas le goût des tomates, je vois pas l'intérêt. Il vaut mieux payer peut-être 1,50 € le kilo et quand on les mange, on sait qu'on mange des tomates. Surtout, ce sont des légumes avec peu de pesticides et une empreinte carbone réduite. Aujourd'hui, manger sain nécessite une démarche. Mais il existe une solution pour manger bio à pas trop cher. Nous retrouvons le docteur Laurent Chevalier. Pour Odile et Marc, un couple qui a 2 enfants, il a confectionné un repas avec un minimum de pesticides, c'est-à-dire un repas bio. Alors, pour réduire le coût, il a remplacé la viande par des œufs. Pas plus d'1 œuf par personne. Ah, d'accord. Vous voyez, j'en aurais mis 2. Ça, c'est Les enfants, j'en aurais mis 1. Non, un truc de base. Pas plus d'1 œuf par personne. 1 œuf, c'est très bien. Ça va couvrir les besoins en protéines. Ça va donner aussi des vitamines. L'avantage aussi des œufs, c'est que c'est un produit peu cher. Donc ça veut dire qu'on garde de l'argent aussi pour acheter les fruits et légumes qui malheureusement sont des fois un petit peu onéreux. Plus on a tendance à avoir une alimentation de type végétarienne, mieux ça vaut. Mais il faut garder les équilibres. Et ça c'est important. Donc on peut prendre un petit peu de viande, on peut prendre un petit peu de poisson. Au menu, des mirabelles, un fruit de saison. De la salade, des tomates, de l'ail et de la coriandre. Ainsi que du riz complet. Un repas parfaitement équilibré. Pour cette famille qui n'est pas végétarienne, c'est une première. Moi je me suis régalé. J'ai eu l'impression de manger sainement. Et normalement je mange pas trop de fruits, mais alors les mirabelles, j'ai retrouvé un peu le goût de la mirabelle en fait. Plutôt convaincu, en fait, c'est assez rapidement fait, équilibré et effectivement pas cher. J'y penserai à nouveau. Autre idée, pour s'alimenter mieux, changer le mode de cuisson. À Montpellier, Christine Bouget-Joyeux, une auteure de guide de cuisine santé, s'est faite une spécialité des aliments cuits à la vapeur. Une bonne huile bien colorée, bien méditerranéenne, voilà. La cuisine, pour moi, c'est pas une corvée. Non pas que j'y prenne plaisir, mais j'y passe pas trop de temps. Je fais ça le plus vite possible. Un repas, ça doit pas prendre plus d'une demi-heure pour la préparation. Son secret, pour conserver leur qualité nutritionnelle aux aliments, c'est de les faire cuire à la vapeur douce. Il
faut une bonne marmite avec beaucoup d'eau, des trous importants qui laissent abondamment passer la vapeur et un couvercle bombé qui va permettre que la vapeur tourne largement et que la condensation s'écoule sur les côtés et non pas sur l'aliment, parce que si elle tombe sur l'aliment, elle va enlever des micronutriments. La vapeur douce va préserver les nutriments. Pourquoi? Parce que d'abord, elle ne dépasse pas 95 degrés, c'est physique. Le deuxième effet, c'est que la vapeur a un effet protecteur. Ce qui fait qu'à 95 degrés, vous détruisez moins en milieu vapeur qu'en milieu sans vapeur. Ensuite, la vapeur va pénétrer à l'intérieur de l'aliment et elle va le faire transpirer. Et l'aliment va cracher tout ce qui lui est étranger. C'est pas loin. Donc, je soulève, je pique avec mon couteau. Un tout petit peu, et puis ça ira. Vous voyez les couleurs, hein? Quand les couleurs sont là, les vitamines sont toujours là. Quand les couleurs tournent vers le gris, ça c'est déjà presque trop cuit. Choisir des légumes de saison. Éviter les produits cultivés de manière industrielle, comme les légumes trop calibrés. Se rapprocher des producteurs. Demander l'origine. Privilégier la production française, qui conserve malgré tout un encadrement rigoureux. Ces quelques idées simples peuvent permettre de redonner aux aliments leur fonction première, ne pas nous empoisonner et nous nourrir sainement.